Voilà donc pour le 5 minutes actu. On va maintenant passer au dossier de ce 17-20, dossier consacré à ce qu'on pourrait définir comme le malaise de la communauté musulmane. Pourquoi ? Eh bien parce que 42% des musulmans interrogés lors d'une étude IFOP, des musulmans qui vivent en France, affirment avoir subi au moins une discrimination au cours de leur vie. On va donc se pencher sur le ressenti de cette communauté qui représente 5 à 6 millions de personnes en France. On va tenter de comprendre les causes de ce malaise. Doit-on parler, comme certains l'avancent, d'islamophobie, de racisme anti-musulman? Et quelle est la responsabilité de l'État, de notre société, des médias aussi dans ce phénomène? Pour nous écairer ce soir en plateau, Gilles Finkelstein. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la Fondation Jean Jaurès, fondation qui a commandé cette étude à IFOP. Alors je voudrais vous faire réagir avant tout sur le chiffre que j'ai cité. 42% des musulmans interrogés qui disent avoir subi au moins une fois dans leur vie une discrimination. C'est assez élevé quand même, 42%. C'est très élevé. Il y a un côté pile, disons, il y a un côté clair, un côté optimiste de cette enquête. 60% n'ont jamais été victimes. Et quand on regarde situation par situation, l'accès au logement, l'accès à un emploi, contrôle de police, vous avez jamais plus de 10% des musulmans qui disent avoir été discriminés dans les 5 dernières années. On va y revenir au détail. Ça, c'est le côté, disons, le côté positif, le côté clair. Et puis, il y a le côté sombre, ce chiffre très élevé, 40% au cours de leur vie dans une des différentes situations que nous avons testées. Simplement, est-ce qu'on a un petit peu de recul ou pas sur ce chiffre? Parce que c'est l'une des premières études, ou la première, il me semble, qui a été faite sur le ressenti de la communauté. Il n'y a pas de recul parce que c'est la première enquête à partir d'un échantillon représentatif de 1000 musulmans vivant en France, français ou étrangers. Première enquête sur les discriminations. Il y avait eu une première grosse enquête qui avait été réalisée par l'Institut Montaigne il y a quelques années, qui était une très grosse enquête, mais qui ne portait pas sur les discriminations. C'est la première enquête, donc on n'a pas de point de comparaison. On a juste ce chiffre, ces chiffres, et 40%, c'est un chiffre qui est élevé. Et alors, on va continuer à évoquer cette enquête un petit peu plus dans le détail. Adrien, qu'est-ce qu'on apprend? Absolument. Vous avez commencé à les évoquer, ces chiffres, mais on va les redonner, ces chiffres de discrimination liés à la religion, donc sur les 5 dernières années. En effet, on peut y voir une forme d'optimisme, parce que les discriminations, 13% en ont été victimes lors d'un contrôle de police. 17% seulement, pourrait-on dire, lors de la recherche d'un emploi, 14% lors de la recherche d'un logement. Alors ce seront toujours 14% de trop, des chiffres qui peuvent être interprétés comme positifs ou bien sûr négatifs si on considère que c'est toujours trop, mais des situations de discrimination, il y en a des multiples malgré tout, pas seulement dans ces cas de figure qu'on vient d'évoquer, et mieux encore que les chiffres, eh bien ce sont peut-être les victimes de ces discriminations qui en parlent le mieux. Eh oui, et nous sommes donc allés dans la rue pour aller à la rencontre des musulmans. Claire Koch a notamment rencontré ce monsieur qui nous raconte ce qui lui est arrivé lorsqu'il a voulu enregistrer le prénom de son fils à l'état civil. Regardez. J'ai mon fils qui est né ici, là. C'est la meilleure, ça. C'est à la mairie du 10e arrondissement. Je lui ai dit, elle m'a dit, celle, je ne sais pas, qu'elle travaille là-bas, elle m'a dit le nom que tu voudrais, le prénom que tu donnes à ton fils. Je lui ai dit, je donne mon fils à Mohamed. Elle m'a dit, non, pourquoi tu donnes? Vous trouvez ça normal, ça? Je lui ai posé la question, je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, non, c'est comme ça. J'ai dit, non, tu as quelque chose derrière tout ça. J'ai une copine à qui c'est arrivé. En fait, elle était dans le métro et il y a une vieille dame qui était assise à côté d'elle et elle lui a dit qu'elle sentait bon, mais qu'elle sentait l'arabe. Elle a essayé de faire passer ça pour un compliment, lui disant qu'elle sentait bon, mais directement après, elle lui a fait un reproche en lui disant qu'elle était arabe. Qu'elle sentait bon, mais qu'elle était quand même... C'était une odeur d'arabe. Et pour continuer à décrypter ce malaise de la communauté musulmane, Fakar Korchan nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes président de l'Association pour la Renaissance de l'Islam Mutazilite. Est-ce qu'on doit aujourd'hui être complètement interloqué de voir que 42% des musulmans interrogés ont vécu au moins une discrimination dans leur vie, et on se rend compte qu'en fait, c'est des petites choses au quotidien, l'air de rien peut-être, mais qui malgré tout sont de la discrimination? Oui, on doit être interloqué parce que ce ne sont pas des situations normales, en fait. C'est-à-dire que vous vivez au quotidien et c'est justement les petites choses du quotidien qui vous pourrissent la vie, au final. Ce ne sont pas les grandes discriminations. Les grandes discriminations, il y a des moyens de recours, il y a des moyens de la justice qui se fait appliquer, etc. Alors que quand vous avez affaire à des discriminations, des petites discriminations, des petits mots par-ci, par-là, ce sont des choses qui vous empoisonnent l'existence au quotidien et vous avez un sentiment d'impuissance. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous n'allez pas porter plainte parce qu'on vous a fait une réflexion
On vous a dit quelque chose, seulement c'est une fois, 2 fois, 3 fois, et l'accumulation n'est pas bonne forcément. Gilles Finkelstein. Ouais, ce ne sont pas seulement des petites choses. Là, on a vu d'ailleurs des choses qui ne sont pas nécessairement anodines, mais c'est dans les moments les plus déterminants de l'intégration que se nouent les discriminations. Moi, les deux chiffres, les deux situations que je retiens, et je crois que pour moi c'est le principal enseignement, le logement, l'emploi. Et l'emploi, la recherche d'emploi, le déroulement de la carrière. C'est là que les discriminations sont les plus importantes. Vous avez Ça cité... empêche de s'intégrer, c'est ça que vous voulez dire. Mais l'intégration, elle ne peut être souhaitée que si la discrimination n'est pas acceptée. Et la discrimination, c'est quelque chose qui vient heurter au plus profond ce qu'est l'idéal républicain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... L'idéal républicain, c'est vous être promu en fonction de votre travail, de votre mérite, de votre talent et sans aucune autre considération. Et donc, quand ça vient heurter l'idéal républicain à ce point, je crois que c'est un sujet qui est un sujet absolument majeur. Vous êtes d'accord avec ça, Fakar Kochran? Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, il y a un des chiffres qui m'a marqué, c'était les sentiments de discrimination étaient plus importants quand on s'élevait dans la situation sociale. Absolument. Plus on est diplômé, plus on est discriminé. Voilà. Et une des choses qu'on pourrait dire, par exemple, pour donner un exemple dans ce sens-là, les femmes voilées, par exemple, qui sont discriminées à l'emploi, elles ne le sont pas quand elles viennent pour faire le ménage dans les grandes entreprises, par exemple. Mais si elles viennent pour être cadres, c'est plus compliqué. Là, ça dérange. Là, ça dérange. Alors, C'est justement... vrai pour les femmes voilées, c'est vrai pour les femmes en général, puisque l'autre enseignement, c'est non seulement ce sont les plus diplômés qui sont les plus discriminés, mais ce sont les femmes davantage que les hommes. Et justement, je vais vous donner ce chiffre précisément sur les catégories touchées par ces discriminations. Alors, majoritairement, on ne l'a pas évoqué, les plus jeunes, entre 30 et 40 ans, c'est ce qui ressort de cette étude faite par la Fondation Jean Jaurès. Et majoritairement, vous l'avez dit, les femmes, 46% de femmes contre 38% d'hommes. Alors, question assez basique, pourquoi majoritairement les femmes? Comment peut-on l'expliquer? Est-ce que le voile est une des réponses à ce chiffre-là? D'abord, les femmes, parce qu'elles sont femmes. C'est-à-dire que là, on voit un cumul de discrimination. Et donc, elles sont femmes et musulmanes, mais donc d'abord, elles sont femmes, et c'est la raison qui explique, c'est la première raison qui explique ce décalage entre les femmes et les hommes. Après, le port du voile est un facteur supplémentaire de discrimination. On le voit sur à peu près la totalité des données. Le port du voile régulier est un obstacle aussi bien pour la recherche d'emploi, la recherche de logement. Et on précise simplement que cette étude a été faite avant toute la polémique qu'on a connue ces dernières semaines sur le port du voile. Vous avez raison, c'est très important de le souligner. Elle sort aujourd'hui, elle a été réalisée au début du mois de septembre de cette année dans un contexte qui était... je ne dis pas totalement différent, mais qui était quand même un peu, disons, un peu moins tendu qu'il ne l'est aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire clairement, Fakar Kochran, selon vous, que la religion musulmane, l'islam, est la cause des discriminations que vivent les personnes qui appartiennent à la communauté musulmane? Est-ce que c'est la variable première, selon vous? Je pense que c'est plutôt la perception qu'on a de la religion qui fait qu'on est discriminé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont... On peut classer quelqu'un musulman, s'il s'appelle Mohamed ou Aïcha, par exemple, sans que cette personne-là ne soit elle-même musulmane, par exemple, ni même pratiquante, ni quoi que ce soit dans ce sens-là. Il y a une perception de la religion qui est mauvaise, mais je pense qu'en fait, il y a deux choses. Il y a l'histoire de France qui fait qu'on a une histoire compliquée avec la religion de manière générale. Et puis, en ce moment, la religion, quand on parle de la religion, on a tendance à penser islam. Donc il y a peut-être un cumul. Et quand on pense islam, est-ce qu'on a une mauvaise connaissance de l'islam qui peut-être peut mener à des discriminations, voire à du racisme? Alors, on a une mauvaise connaissance de l'islam et on a une surestimation absolument considérable et qui est une vraie singularité française du nombre de musulmans qui existent, qui vivent dans notre pays, puisque cette enquête une autre enquête avait été faite dans 40 pays. D'après vous, quel est le pourcentage de musulmans dans votre pays? Et la réponse que les Français avaient donnée en moyenne était 31%, quand il y en a 6, 7 ou 8%. Donc il y a cette mauvaise connaissance, mais j'ajoute un point. C'est que ce qui est très frappant dans cette enquête, c'est que les discriminations ne sont pas seulement liées à la religion
y compris lorsque l'on interroge les musulmans eux-mêmes. Il y en a autant qui disent « j'ai été discriminé en raison de ma religion » qu'en raison de la couleur de ma peau. Et donc là, on voit en fait le cumul des discriminations ou des motifs de discrimination entre le genre, les femmes, la religion, la couleur de la peau. Est-ce qu'on peut se demander si est-ce que la communauté musulmane doit peut-être s'affirmer un peu plus, en tout cas peut-être expliquer ce que c'est que d'être musulman ou pas, ou est-ce que tomber là-dedans, ça voudrait dire qu'on va dans le sens de ceux qui font des discriminations et il n'y a rien à expliquer parce qu'on doit être au même niveau de tout le monde? Comment est-ce qu'il faut voir ça? Il y a deux choses. D'abord, la première chose, c'est que il y a quelque chose que moi, personnellement, je rejette. Quand on me dit il faut condamner. Moi, je ne condamne pas, non pas parce que je suis pour des attentats, par exemple, mais parce que, au même titre que tout le monde, je suis choqué, je les rejette. Bien sûr que ce sont des actes criminels que tout le monde rejette, mais c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire, quand on demande de montrer qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on part du principe qu'on est d'accord. Et donc, on doit montrer qu'on n'est pas d'accord. Et c'est ça, en fait, qui me pose problème. Et ça veut dire que c'est pas parce qu'on est musulman qu'il faut plus condamner que le reste de la population. C'est ça que vous nous dites. Exactement comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on est excessivement... Enfin, on est outré par ce qui se passe. Charlie, on a été outré. On peut détester Charlie Hebdo. Le problème, c'est que quand on peut être très critique vis-à-vis de Charlie ou détester le journal, mais quand même, quand on voit des gens qui rentrent et qui sont assassinés, c'est quelque chose qui heurte et qui choque et qu'on rejette naturellement, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même, on a touché à la vie d'être humain. Donc, après, quand on nous dit « Ah, mais condamné », qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que je suis pour à la base, c'est ça? Et c'est ça qui est choquant. Après, la deuxième chose, quand on dit « les musulmans devraient expliquer », j'ai envie de vous dire, il y a une méconnaissance de l'islam par les non-musulmans, mais il y a une méconnaissance de l'islam par les musulmans aussi. Parce qu'attention, tout musulman n'est pas forcément islamologue ou théologien. Je vais voir quelqu'un qui sort de l'église, je vais lui dire « explique-moi la transsubstantiation ». Je ne vais pas forcément m'attendre qu'il va m'expliquer, ou la consubstantialité c'est quoi. C'est quelque chose de... On ne peut pas attendre de chaque musulman qu'il soit capable d'avoir un discours de théologien argumenté et qui rentre dans le détail. Gilles Finkelstein. Ouais. Je ne crois pas que le message principal qui ressort de cette enquête, ça soit un message envers les musulmans qui devraient mieux expliquer ce qu'est leur religion. C'est un message envers l'ensemble des républicains qui ne peuvent pas accepter cette situation de discrimination. Et donc, je crois que la question qui est posée derrière, c'est quelles sont les mesures, à la fois les mesures sociales qui s'adressent à l'ensemble des Français, les mesures parfois territoriales, ou les mesures spécifiques de lutte contre les discriminations qui doivent être prises. Il y avait, s'agissant des discriminations à l'emploi, il y avait eu des mesures de testing qui avaient été faites au niveau des CV par le gouvernement précédent, qui avait montré à quel point c'était une pratique qui était une pratique développée. Je crois qu'il faut non seulement poursuivre, il faut amplifier et il faut parler fort et il faut agir vite. Après, on a l'impression aussi, quand on regarde les réseaux sociaux, et j'ai souvent le nez dessus, certains éditorialistes, même certaines personnes qui s'expriment sur Twitter, qui disent qu'en gros, une partie de la communauté musulmane se complaît d'une certaine manière dans cette posture victimaire pour en faire un argument politique. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre, Fakir Korchan, à ces gens-là? Je pense que c'est une réalité aussi. Il ne faut pas se voiler, faut pas se voiler la face. C'est une réalité. Après, ce que je voulais dire, c'est que on est dans une séquence, dans une phase où les musulmans sont dans les médias. Le message qui est véhiculé sur l'islam est souvent caricatural. Il est souvent essentialisant. On a l'impression qu'on parle toujours de l'islam, alors qu'il y a des islams, il y a des pratiques. On a toujours l'impression que l'islam est toujours un bloc monolithique. Donc vous avez ce sentiment, quand vous êtes du côté de la barrière, du côté musulman, on va dire, vous avez ce sentiment que quand on va parler de l'islam, vous avez 9 chances sur 10 que ça va être encore quelque chose de caricatural, etc. Et donc, vous avez ici des gens comme moi qui avons un discours qui veut être critique à l'intérieur de la tradition musulmane. On a du mal parce qu'on arrive et on dit aux gens, il faut revoir nos classiques, il faut relire la tradition, mais en même temps on dit ça alors qu'on est dans une époque où les musulmans se sentent en même temps un peu assiégés. C'est-à-dire que c'est comme si on leur disait « ouvrez vos portes » au moment où ils sentent qu'on est assiégés. Mais c'est quoi la solution selon vous à ça? Comment est-ce qu'on fait pour changer ces choses-là? Je pense que c'est d'abord le dialogue
énormément d'échanges, de communication, de pédagogie. Et puis peut-être aussi cesser de vouloir absolument, à l'approche d'échéances électorales, vouloir convoiter une certaine tendance de la population et puis tenir des discours qui sont ultra problématiques, comme on a vu récemment, du plus haut de l'État. Je ne parle pas de militants d'extrême droite, etc. Je parle vraiment du gouvernement. Quand, je suis désolé, mais M. Castaner, les signes de radicalisation faibles, enfin, c'était... Nous, on a préféré en rigoler parce qu'on s'est dit, bon, bah, dans ce cas-là, non, on est bon pour y aller, quoi. On va en prison. Une pratique intensive, je ne sais plus l'expression juste qu'il a utilisée, pendant Ramadan, je suis désolé, mais c'est tous les musulmans du monde. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Le problème, il est là. Et donc, vous avez cette tension-là, et certains peuvent jouer là-dessus pour avoir, quand ils ont un agenda politique, pour essayer de ratisser un peu plus large que leur cible, les gens qui seraient prêts à les soutenir. Plus de dialogue, donc on va retenir ça. On va passer désormais au cas Soraya. Bonsoir Soraya. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, stop à l'islamophobie. Ce dimanche, ce sont des dizaines de personnalités qui ont appelé via une tribune qui a été publiée dans Libération et par Mediapart un appel commun à manifester à Paris, une manifestation, Soraya, qui divise en raison de l'ambiguïté du terme islamophobie. Et ambiguïté, Lucie, il y a sur ce terme, un terme qui est dans le dictionnaire depuis 2015 seulement. Il a fait son entrée dans le Petit Robert en 2015 avec la même définition que le Larousse. La voici. L'islamophobie, c'est l'hostilité envers l'islam ou envers les musulmans. Déjà, il y a débat sur le suffixe phobie qui exprime la peur, la crainte, pas l'hostilité. Mais le débat est plus profond et il se situe non pas sur le mot même, mais sur sa définition. Deux lectures possibles, hostilité envers l'islam ou envers les musulmans. Le philosophe Henri Pénard-Ruiz avait suscité un tollé, notamment chez la France Insoumise, on s'en souvient, c'était en août dernier. Il avait déclaré ceci: on a le droit d'être athéophobe, comme on a le droit d'être islamophobe. En revanche, on n'a pas le droit de rejeter des hommes ou des femmes parce qu'ils sont musulmans. Et c'est pas faux ce qu'il dit, ce philosophe. L'hostilité envers l'islam, ça peut être une critique de religion, ce qui est autorisé d'ailleurs, et même un droit fondamental en France. On a le droit de ne pas aimer les religions et de les critiquer. Et musulman ne veut pas dire être l'islam. En 2008, dans l'affaire des caricatures de Mahomet par le journal Charlie Hebdo, la justice n'a pas retenu le caractère délictuel à cette publication que certains ont estimé pourtant islamophobe. Mais si on retient que l'islamophobie, c'est l'hostilité envers non pas une religion, mais envers ses pratiquants, c'est-à-dire les musulmans, alors cela devient du racisme. Et là, bien sûr, c'est un délit condamnable. Alors dans cette définition, la frontière entre liberté de critique ou d'expression et attitude raciste, elle n'est pas claire. Certains parlent de manipulation sémantique pour empêcher toute critique de l'islam. Beaucoup se sont penchés sur la question. J'ai sélectionné un livre, celui-ci par exemple, Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent un problème musulman. Ces deux auteurs expliquent comment l'islamophobie est devenue l'arme favorite d'un racisme qui ne dit pas son nom. Alors pourquoi qui ne dit pas son nom? Par peur, par crainte. Et on revient donc ainsi à la phobie, la peur d'apparaître comme un raciste, du racisme anti-arabe. Or, on l'a dit tout à l'heure, tous les Arabes ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas arabes. Les mots sont parfois pris au piège de polémiques qui les dépassent. Merci beaucoup Soraya. Gilles Finkelstein, vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit? Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de racisme, d'islamophobie, d'autres choses? On voit que le mot, c'est un mot qui obscurcit plus qu'il n'éclaire le débat en raison des interprétations différentes, et vous l'avez fort bien expliqué. Il y a d'autres raisons qui expliquent les polémiques autour et les divisions autour de la manifestation de dimanche, qui tiennent pas seulement aux mots, mais qui tiennent au contenu du texte lui-même. On y reviendra. On y reviendra, donc au contenu et au signataire. Mais ce mot est un mot qui est un mot piégé. Et aujourd'hui, quand on voit ce que nous dit l'étude d'IFOP, vous parlez d'islamophobie, vous parlez de musulmanophobie? Alors, il faudrait plutôt parler de musulmanophobie. Pourquoi? Alors, pour une raison très simple, c'est que quand on interroge les musulmans que nous avons interrogés pour savoir quelle est la cause pour eux, telle qu'ils le ressentent, des discriminations dont ils ont été l'objet, vous en avez autant qui disent « c'est ma religion », qui disent c'est la couleur de ma peau. Et donc, on voit que ce n'est pas seulement la religion, et donc c'est pour ça que c'est sans doute
plus juste de dire musulmanophobie, même si ce n'est pas facile à dire, qu'islamophobie. J'ai une proposition, si vous voulez, pour un mot. Je reprends ici Ral Bencher. C'est pas moi qui ai créé ce mot, mais vous avez le mot misislami, qui... Misislami, ça peut marcher. Ça vient du mésos, qui est la haine en grec, je crois, et puis de l'islam. Bon, après, encore une fois, ce qui m'agace sur les gens qui reprennent le mot islamophobie, non pas qui utilisent le mot islamophobie, mais ceux qui critiquent son usage. Vous avez cette théorie qui dit que ça a été utilisé pour empêcher les critiques de l'islam. Moi, j'ai envie de vous dire, les critiques de l'islam, ça existe. Ça existe dans le monde universitaire, dans le monde de la recherche. Ce qui est clair, c'est que vous acceptez plus facilement les critiques de personnes qui connaissent que de gens qui ne connaissent pas et qui critiquent. Alors, on va voir justement que ce mot islamophobie, ça pose des questions aussi au sein de la politique. Et oui, et il divise aussi ce mot au sein de la classe politique. On l'a évoqué avec Soria, une manifestation est prévue dimanche prochain, donc le 10 novembre, un appel lancé par une cinquantaine de personnalités pour justement dire stop à l'islamophobie. Alors parmi ces personnes, on retrouve le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ou encore Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts. Le Parti socialiste a décidé de ne pas s'y participer à cette manifestation. Et donc, vous l'avez compris, le sujet divise au sein même des formations de gauche. À gauche, c'est le texte qui divise. Une tribune publiée il y a quelques jours dans Libération pour dire stop à l'islamophobie et appelant à une marche dimanche à Paris. Parmi la cinquantaine de signataires, plusieurs figures de la gauche. Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts, Yoann Brossa, le porte-parole du Parti communiste, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT ou encore Benoît Hamon, le fondateur de Génération. Mais rapidement, la polémique monte et l'écologiste Yannick Jadot préfère prendre ses distances. Je ne valide pas l'ensemble du texte parce que je n'ai jamais considéré qu'il y avait un racisme d'État dans notre pays. En cause, certains termes employés dans la tribune où il est question de lois liberticides visant spécifiquement les musulmans. Hier soir, le Parti socialiste annonce dans un communiqué qu'il ne participera pas à la marche du 10 novembre. Nous ne nous reconnaissons pas dans ces mots d'ordre qui présentent les lois laïques en vigueur comme liberticides. Et ajoute: nous ne voulons pas nous associer à certains des initiateurs de l'appel. Car l'appel émane en partie du controversé collectif contre l'islamophobie en France, accusé de lien avec les frères musulmans. Le texte divise jusqu'au sein de la France insoumise où le malaise est palpable. Ce matin, le coordinateur du parti, Adrien Quatennens, affiche son désaccord avec plusieurs passages de la tribune, pourtant signés par Jean-Luc Mélenchon. Si la France insoumise avait eu à rédiger le texte, et d'ailleurs moi la leçon que j'en tire c'est qu'à l'avenir il faudra que nous fassions notre propre texte dans ce genre de situation, il est clair que le texte n'aurait pas été le même. Même prise de distance et même embarras pour François Ruffin qui fait volte-face. Je n'irai pas dimanche, je joue au foot. Donc voilà, vous savez, je ne fais pas de médias le dimanche non plus parce que je joue au foot. Pourquoi vous l'avez signé ? Je vous ai dit ma conviction profonde. J'étais en vacances. Il y a 10 jours, à l'appel des réseaux sociaux, plusieurs centaines de personnes s'étaient réunies à Paris et en province pour dénoncer la stigmatisation des musulmans. Aucun responsable politique n'était présent. Donc ça, c'est pour la classe politique. Mais nous, on a aussi eu envie d'avoir votre avis sur cette manifestation à venir. On vous a donc posé la question sur notre page Facebook France Info Vidéo. La question, elle est simple. Soutenez-vous, oui ou non, la marche contre l'islamophobie organisée à Paris, en dépit de toutes les divisions qu'elle convoque? Et regardez le nombre de commentaires. Je vous montre seulement ce chiffre, 739 personnes en seulement quelques minutes ont tenu à donner leur avis sur cette question-là. Et vous allez voir qu'il y a une chose qui est assez frappante aussi, c'est à quel point le sujet qui revient quasiment immédiatement quand on évoque l'islamophobie, eh bien, c'est celui du voile. Donc je vous lis juste 2 réactions et nécessairement, je suis sûr que Fakir Korchan aura envie de répondre. On a Kamel DRD qui dit oui, je soutiens. Au-delà de la question du voile, c'est pas la question qu'on a posée, attention, hein, mais il répond ça. Au-delà de la question du voile, c'est une question de la liberté de la femme de se vêtir comme elle le souhaite et de la liberté de croyance de chacun. Que se passera-t-il demain? On interdira les manifestations de certains partis politiques. Autre réaction de Poéré CN, le voile n'est pas un simple vêtement, c'est une adhésion profonde aux principes énoncés dans le Coran. Il n'y a pas de musulmans modérés à partir du moment où ils adhèrent à cette religion. La laïcité est en danger, il faut qu'ils respectent nos lois et coutumes ou qu'ils aillent vivre leur religion ailleurs. C'est simple. 3 points de suspension. Réaction rapide. Déjà, c'est tout sauf simple. Première chose. Deuxième chose,
En fait, ici, moi, je suis dans une situation un peu compliquée. Parce que nous, pas que moi, mais nous, dans notre association, dans mon obédience, si j'ose dire, théologique, on est plutôt... on analyse le voile, on voit le voile comme être quelque chose de complètement secondaire. Si on veut mettre le voile, qu'on le mette, mais si on ne veut pas, bon... Enfin, c'est aucune obligation, ce n'est pas une prescription non plus, comme disait le CFCM, en tout cas pas pour nous. Et donc, nous, on a beaucoup d'arguments théologiques qu'on peut mobiliser pour montrer que ça ne va pas, quoi. Après, le problème, il est où? Le problème, il est... Ça, c'est du domaine théologique. Et ça, nous, on aimerait avoir ce débat-là, théologiquement parlant. Maintenant, la question du droit. Le droit, les femmes voilées doivent pouvoir porter le voile. Enfin, toute femme qui veut porter le voile doit pouvoir le faire. Bon. Après, ce qui me pose problème, c'est que il faut qu'on trouve une ligne de crête qui est à la fois... il faut à un moment accepter les libertés des gens. Et d'un autre côté, on dénonce les discriminations contre les musulmans, là on est d'accord. Mais d'un autre côté, il est aussi nécessaire d'ouvrir un débat intra-musulman, un débat théologique, religieux sur la compréhension. Et c'est là-dessus qu'on va terminer ce débat, ce décryptage. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau du 17-20 de France Info.